Merci pour votre fidélité à New World Economy. La promotion de la transformation numérique en Afrique permettra d'optimiser notre influence dans plusieurs domaines. Mais comment l'Afrique vit la transformation numérique? Pour en parler, nous recevons donc pour vous sur le plateau M. Delali Kossi Adjika. Il est consultant en stratégie, marketing et communication. Il est également fondateur de la société EID Afrique. Un grand plaisir pour nous, M. Delali Kossi Adjika, de vous recevoir sur ce plateau. Comment vous allez? Je vais très bien, M. Coco. Je vais très bien. Et heureux de me retrouver dans vos locaux aujourd'hui. Merci effectivement pour l'opportunité. Alors, je vous donne quand même l'occasion de nous permettre de savoir davantage sur EID déjà Afrique, dont vous êtes donc le directeur. Il s'agit de quoi? EID Afrique, c'est une société qui fait dans beaucoup de choses, dans 3 aspects essentiels, notamment la communication et le marketing digital, l'éducation à travers les cours de répétition à domicile, mais aussi les solutions digitales. Je veux dire par là la numérisation des entreprises. EID Afrique se définit comme entreprendre, innover et développer l'Afrique. Alors, entreprendre, innover et développer l'Afrique, c'est dans ce couloir que s'inscrit l'émission de ce jour. Lorsque nous parlons de la transition numérique en Afrique, c'est un sujet qui intéresse pas seulement les Togolais, mais aujourd'hui tout le continent. Alors, selon vous, Monsieur Delali, comment est-ce que le continent africain, sinon la jeunesse africaine, a accueilli ou accueille aujourd'hui, vit cette transition numérique le jour au jour, selon vous? Merci beaucoup pour la question. Avant tout, j'aimerais d'abord donner un peu de précision sur ce que nous appelons d'abord le numérique et ensuite également définir ce que nous appelons la transition numérique. Allons-y. Alors, de façon basique, je dirais que le numérique se définit comme l'ensemble des technologies liées à l'informatique, à l'Internet et également aux outils digitaux que nous utilisons bien sûr pour le stockage et la transmission des données et des informations. De facto, la transition numérique se définit comme le processus par lequel les individus, les entreprises, mais aussi les institutions étatiques travaillent pour numériser justement leurs services afin d'être plus efficaces, plus productifs et plus compétitifs. Alors, revenant sur votre question, je dirais que le continent africain de façon générale, mais surtout la jeunesse, accueille avec enthousiasme la transition numérique. La jeunesse ou de façon globale, les Africains voient en la transition numérique une opportunité de création d'emplois, de globalisation, en ce sens que ça nous permet d'être en contact avec le reste du monde et de s'épanouir et pourquoi pas de développer l'Afrique. Alors, on comprend par là en réalité que c'est quand même une très bonne nouvelle pour le continent parce que déjà dans l'introduction, nous disions en réalité que cette transition numérique apporte une révolution également sur le continent et permet à plusieurs domaines, notamment le domaine de la santé, le domaine agricole, pas mal de domaines, même dans le domaine de l'éducation. Ça permet quand même également au continent de se développer au même titre que les autres continents. Alors, on a l'impression aujourd'hui, je ne sais pas si vous partagez cette perception, comme on est tombé, on n'attendait pas ou on ne s'attendait pas à cette transition et qu'on est tombé dedans. Est-ce que vous partagez cela? Je partage absolument, parce que vous savez aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est exactement à partir de ce moment qu'a commencé la transition numérique. On s'est vu dedans, parce que c'est vrai qu'au début, il y a les grandes entreprises qui ont pris le pas. Par exemple, le marketing digital. Il y a certaines entreprises qui ont commencé par exposer leurs entreprises, par développer, créer des sites et tout et tout. Mais à un moment donné, surtout renforcé avec la COVID-19, on s'est vu dedans. Chacun s'est dit, il faut que je crée telle page, il faut que je fasse ceci. On s'est vu tout simplement dedans comme ça. Et aujourd'hui, en 2025, c'est irréfutable. Votre approche, ce que vous venez de dire,
On ne peut pas refuser. Nous sommes vus dedans, nous sommes dedans. Et on avance quand même dedans. Alors, c'est bien vrai que tout au long de cet entretien, on parlera donc des aspects positifs de cette transformation numérique. Mais touchons d'abord ce qui fait mal aujourd'hui, ce qui inquiète plusieurs. Quand on parle de cette transformation numérique, apparemment, il faut aussi également noter la question donc, de ces réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui et que nous utilisons. Apparemment, pour certaines personnes, c'est un moyen qui permet de pouvoir faire du business, de pouvoir se développer, mais pour d'autres, on l'utilise pour des fins qui inquiètent aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, c'est malheureusement ce que nous pouvons constater, en ce sens qu'il y a certaines personnes, voilà, qui pensent qu'il suffit de se lever ou bien de rester sur son lit, de se lever et puis voilà, allumer sa caméra et commencer, voilà, parce que la bonne nouvelle est que les réseaux sont beaucoup plus accessibles, donc tu allumes ta caméra avec ton méga et puis tu commences par dire ce qui passe par ta tête. Alors ce sont des enjeux, les défis aujourd'hui que nous faisons face, et également il faut dire que ça a des aspects positifs, comme je venais tantôt de parler des opportunités, mais aussi des grands défis auxquels nous faisons face actuellement. Alors, Monsieur Delali, aujourd'hui, quand nous parlons donc de ces défis, et je n'ai pas envie peut-être de donner des noms, mais il est très important sur ce plateau que nous puissions toucher quelques exemples. Quand on va aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment TikTok aujourd'hui, ça craint, où on voit des amis d'hier, aujourd'hui, des gens que nous appelons par des influenceurs, qui ont d'une manière, qu'on le veuille ou pas, une influence sur la jeunesse du pays et du continent, mais qui se déchirent, qui s'entretuent, on peut le dire, par des paroles et tout, au point où ça touche même des familles, ça touche des parents et tout. Comment est-ce que tu perçois ça personnellement? Quelqu'un dira qu'on n'aura jamais vu assez. C'est déplorable, pas seulement dans notre pays, le Togo, mais aussi à travers le continent. On voit des gens, entre guillemets, on parle de buzz, qui se disent, comme vous venez de le dire, qui s'entre-déchirent entre eux, qui disent des choses qui ne doivent pas être dites. Parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux nous ont donné d'avoir un autre monde, un monde virtuel. Et on se dit que voilà, on ne se connaît pas ou bien on ne se voit pas, donc on se permet de tout dire. Insulter les parents des gens, raconter tout ce que vous connaissez sur la vie des gens, appeler les amis pour faire des enquêtes, juste pour exposer la vie. C'est la mode aujourd'hui, hein, c'est la mode. Où on parle des dossiers. Celui-ci sort et dit que j'ai des dossiers et tout. C'est quand même déplorable, en ce sens que au lieu d'utiliser ces réseaux-là pour soit développer ses activités, vendre davantage, ou bien voilà, se positionner, faire son branding, on préfère beaucoup plus rester insulté, à rentrer dans les histoires qui ne nous concernent pas. C'est déplorable. Et dans ce sens-là, je pense que nous allons tout droit au mur. Mais mon inquiétude également, c'est que le mal est tellement profond parce que ces personnes aujourd'hui ont des communautés derrière, ont des gens qui les suivent, des gens qui les prennent comme des modèles. C'est des gens qui brassent, qui ont des millions de personnes qui les suivent chaque jour. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la démission de l'État? C'est vrai qu'on arrive à prendre certaines personnes, mais qu'est-ce que le gouvernement, l'État, la responsabilité aujourd'hui du gouvernement dans cette transition numérique là, qui aujourd'hui quelque part n'est pas aussi utilisée parfaitement comme cela se doit? Qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui, M. Delali? Voilà, et d'abord j'aimerais quand même féliciter l'État pour ce qui se fait. On sent à travers certains actes que l'État n'a pas abandonné les réseaux, mais la réalité, du moins à mon niveau, est que l'État s'est vu surpris. Ok. L'État s'est vu surpris. On peut le dire ainsi? Oui, je peux le dire ainsi. Donc plus loin, ça veut dire que ce n'est pas seulement au Togo, mais tous les gouvernements de l'Afrique ont été en fait surpris. Oui. Parce que c'est les réalités qu'on vit un peu partout. Évidemment, ce n'est pas seulement au Togo. Parce que ce sont des choses imprévisibles qui arrivent actuellement. Parce que, par exemple, les lois, les règlements qui sont là, sur lesquels nous marchons, ce que utilisent les institutions judiciaires, n'ont pas prévu certaines choses.
Avec les réseaux, on se dit que voilà, c'est la liberté, c'est la liberté d'expression. Du coup, il y a certaines choses aujourd'hui, tu te demandes vraiment, est-ce qu'il y a des lois qui réglementent cela? C'est vrai que nous avons des codes, mais ça ne compte pas tous les aspects. Donc, il faut vraiment, ce que nous avons demandé, que l'État réglemente davantage les réseaux sociaux, surtout. Quand vous prenez TikTok aujourd'hui, des gens qui s'insultent, qui se disent des choses. On va même toucher les parents des gens, insulter les nuits, les histoires de relations passées qui reviennent. Ça craint. Hein? Ça craint. Donc, par exemple, quand nous parlons des buzz, voilà, qui se passent entre deux personnes, des influenceurs. Et je dirais ici, ce qui me touche, ce qui me fait mal dans ça, est que quand on prend des influenceurs, ce sont des gens à la base qui ont quelque chose qui impacte la jeunesse sur un angle donné. Par exemple, la personne peut être au départ artiste, musicien. Étant donné que j'aime cet artiste, de facto, je suis fan de lui. Je suis abonné à lui. Donc, au départ, je consomme son art. Maintenant, du moment où il vire, parce que je ne sais pas quoi, il estime que seulement la musique ne peut pas le faire, ou quoi, au nom d'avoir plus d'abonnés pour se faire passer pour le plus boss, quoi, je ne sais pas. Donc, commence par dire des choses qui peuvent attirer plus de gens. Et là, des fois, il ment. Des fois, il crée des histoires qui ne sont pas vérifiées sur les autres. Mais quand ça part, pour certaines personnes, c'est une parole de vérité. Oui. Il y a des gens, le combien que quand tu es fan de quelqu'un, ça c'est un peu compliqué de ne pas avaler tout ce qu'il dit. Surtout quand on prend la plupart des gens. Des fois, quand tu lis certains commentaires, tu vois que les gens, il y a certains responsables, mais qui sont aussi dans cet amalgame-là. On dit en réalité, c'est comme si c'est des fans. Les gens sont fans au point où on ne pense réellement plus. Hein. On suit la personne parce qu'on est fan de la personne. On suit tout ce qu'il dit au point où des fois on ne réfléchit pas. Donc ce sont des gens qui amènent facilement la jeunesse à détester les gens malgré qu'ils ne sont pas ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, j'ai bien envie à ce qu'on puisse évoluer un peu dans ce débat, monsieur Delali Kossi Adika. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que ça affecte, qu'on le veuille ou pas, l'éducation, même à la base, même le langage des jeunes aujourd'hui. Quand on entend les mots qui sortent, même les contenus des chansons qu'on avale, et on a envie de dire, on a envie de se poser la question de savoir, est-ce que finalement le réseau, parce que il s'agit de ça, premièrement, ce dont nous parlons, doit être réglementé d'une manière à ce que on interdit certaines choses. Est-ce que c'est possible, ou bien est-ce qu'il faut l'arrêter complètement? Parce que les informations que nous avons en notre possession portent à croire que, par exemple, aux États-Unis, l'utilisation de TikTok pourra, dans les jours à venir, être complètement éradiquée. Qu'est-ce que, par exemple, pour nous au Togo, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vraiment réglementer ce système? Alors, et je pense que je sais, comme je venais de le dire, que l'État, je venais tout à l'heure de féliciter l'État, je sais qu'ils sont à pied d'œuvre pour mettre en place des règlements, des lois qui vont contrecarrer. Mais est-ce que, moi, mon inquiétude, est-ce que les règlements, les lois, simplement suffisent? Parce qu'il y a certains, ils ne sont pas forcément au Togo. Oui. Ils ne sont pas sur le territoire. Le fait que chaque État a son fonctionnement. Chaque État a son fonctionnement. Et du coup, pour le Togo, par exemple, ce que moi je pourrais proposer, par exemple TikTok, il serait souhaitable qu'on utilise, du moins, qu'on limite l'utilisation, les heures d'utilisation de l'application. On peut dire que de tel âge à tel âge, vous pouvez utiliser TikTok pendant 2 heures par jour. Si vous êtes dans tel secteur, si donc, vous vendez... Les restrictions, qu'il y ait des restrictions. Si vous êtes dans tel ou tel secteur d'activité, vous avez tel nombre. Bon. Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas restreindre la liberté d'expression des gens? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je venais de dire au début que l'État s'est vu, c'est-à-dire on s'est tous vu dedans. Parce que dire aujourd'hui que limiter, comme je venais de le dire, on limite. Supposons que moi, toute mon activité, c'est sur les réseaux sociaux. Je vends, je fais mon branding, je fais mon marketing sur les réseaux. Et voilà, d'un seul coup, l'État dit que je n'ai que 5 heures ou bien 3 heures par jour. Vous voyez aussi. C'est ça. Ça peut aussi affecter l'économie. Ça est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent. La contribution non négligeable que les réseaux sociaux, ne serait que TikTok seul apporte à nos États. Donc,
Quand on met ça dans la balance, on voit en réalité que quelque part ça apporte énormément. Au point où il serait difficile de pouvoir aujourd'hui restreindre ça. Je donne juste un exemple où aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui n'ont pas forcément de travail, ne serait-ce que pas dans le domaine commercial. Vous allez voir beaucoup aujourd'hui vendre sur les réseaux sociaux, écrit moins. C'est-à-dire que les réseaux, notamment TikTok et tout ça, constituent un canal pour plusieurs aujourd'hui de se faire des chiffres d'affaires et d'être à l'abri du manque, à l'abri de la pauvreté. J'ai l'impression que pour ces paramètres aussi, l'État est lié aujourd'hui. Il est très difficile de pouvoir prendre certaines décisions. L'État est lié. Je m'avais donné l'exemple de quelques jeunes parce que moi je forme en marketing digital, je forme aussi sur la gestion de la création, de la gestion des comptes TikTok. J'ai eu à former plus de 50 jeunes durant l'année 2024 sur la gestion de leur compte TikTok. Et tous les retours que j'ai, il y a pas mal de jeunes qui s'en sortent aujourd'hui, ne serait qu'avec TikTok seulement. Pas mal de jeunes s'en sortent pas mal. Les gens, voilà, ont eu leur licence, d'autres ont eu leur bac, mais voilà, en attendant de décrocher un emploi, ils ont des niches sur lesquelles sont positionnés. Je les ai accompagnés, ils s'en sortent pas mal. Alors, s'il faut les limiter, s'il faut les restreindre, restreindre leur temps d'exploitation, qu'est-ce qu'ils seront au finish? Vous voyez? Mais ce que moi, mon problème, c'est par rapport à ces buzz-là. L'État peut s'auto-saisir de ces situations. C'est ce que moi, je voulais dire en fait. L'État peut s'auto-saisir. Bon, nous le voyons dans certains cas. On a appris, par exemple, certaines personnes dont je tais les noms qui ont été mis derrière les barreaux pour les mauvaises conduites, la descente des mœurs et tout. Mais j'aurais aimé quand même que l'État aille au-delà de ça. Que l'État se saisisse de certains buzz, de bad buzz qui sont là. Jusqu'à toucher la vie des fois de certaines personnes. Et même des autorités. C'est déplorable. Donc, il faut vraiment que ça soit réglementé. Super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut prôner la mise en place également d'un système éducatif ou bien des programmes d'éducation sur le digital, sur le numérique aujourd'hui, qui touche toutes les couches? Est-ce que vous pensez que c'est important? Et si c'est important, comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? La question est extrêmement pertinente. Ça fait partie d'une réflexion que j'avais l'autre fois lorsque j'étais allé à l'intérieur du pays. Et j'ai réalisé que, bon, ce n'est pas forcément se déplacer avant de se rendre compte. La plupart de nos lycées, de nos établissements ne sont pas équipés de salles informatiques. L'éducation doit commencer par la base, c'est-à-dire à travers nos lycées, nos CEG. Et parce que si nous voulons réellement profiter, si le Togo veut répondre à cette transition numérique, il faut que les jeunes, dès le bas âge, soient acclimatés au numérique. Et parce que ça fait partie des défis que les jeunes togolais, sinon africains de façon globale, racontent aujourd'hui. Donc, il faut une éducation de base pour que nous puissions, du moins les jeunes, pour que nous puissions répondre à ça. Parce que, vous savez, si moi-même, c'est au cours de ma croissance que je découvre que ceci est bon, il faut que je m'engage. D'abord, ça retarde les gens. Non seulement ça retarde, mais ça cause la mauvaise gestion des choses. Vous voyez un peu. Par exemple, la gestion des réseaux sociaux, on peut avoir, ne serait-ce que comme on le fait dans le CIEM, éducation civique et morale, inculquer ou bien introduire quelques chapitres dedans pour accompagner. Vous voyez, pour sensibiliser les jeunes, pour éduquer les jeunes. Et également, quand je parlais des salles informatiques, ça permet aux gens, surtout dans les milieux reculés, à Lomé, on s'en sort quand même pas mal. Bon, si ce n'est pas tout le monde, mais surtout à l'intérieur du pays, vous allez voir des gens, quelqu'un qui a jusqu'à son bac arrivé, qui n'a jamais allumé un PC. Comment il peut vraiment aligner derrière le numérique? Donc, c'est un peu à revoir. Donc, nous plaidons déjà à ce que l'État, à travers le ministère de l'Éducation, puisse revoir et intégrer ces aspects-là dans
dans le système éducatif au Togo. Au Togo. Super. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Mais l'autre question également qui nous vient à l'esprit, quand nous parlons aujourd'hui donc de cette éducation au numérique, on voit aujourd'hui qu'on utilise des outils à part les réseaux sociaux, nos téléphones, etc., sans avoir forcément une très bonne maîtrise. Je donne juste un exemple. Dans un pays à côté de nous, où une personne est au procès, et mine de rien, on en parlait avant le début de cette émission, qui envoie une note vocale à une autre personne, et dans cette note vocale, il est en train de porter des propos à l'encontre donc du procureur qui doit le juger, et c'est des insultes, oui. et que ces propos retombent entre les mains de ce procureur. Oui. Alors on imagine la suite et c'est ainsi qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont dit des choses qui sont tombées dans la sphère publique. Comment on peut régler tout ça là aujourd'hui? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut veiller sur soi-même dans l'information qu'on transmet? Comment régler également ça? Ça, je dirais, à mon avis, que d'abord, je constate que les gens n'ont pas compris les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses selon nos éducations de base, les valeurs morales que nous avons reçues dans nos cultures. Par exemple, il y a certaines choses que je ne peux pas dire à tout le monde. Et il y a certaines choses que je ne peux pas dire n'importe où et n'importe comment. Ça, c'est dans la vie réelle. C'est dans la vie réelle. Okay. Donc, les gens ne savent pas que les réseaux sociaux sont les mêmes choses que la vie réelle. Non, on a dans notre esprit, hein, ce qui se passe, c'est qu'on estime que là, je suis peut-être dans ma chambre, personne ne m'écoute, j'envoie une note vocale et je lui fais confiance. Il ne peut pas partager ça. C'est ça. Ou personne ne nous écoute. Évidemment. Vous allez voir, par exemple, dans un commentaire, une femme peut venir dire que mon mari ne peut jamais faire ça. Oui. Alors que ton mari connaît le nom, ton compte TikTok. Alors, est-ce que son mari est empêché ou bien de suivre la même vidéo? Ce sont les mêmes vidéos que nous suivons tous. Nous sommes tous, la plupart des gens sommes tous abonnés aux mêmes personnes. C'est ça. Supposons que toi tu dis que ça, mon mari ne peut pas faire ça. Toi qui pars dénigrer ton mari dans un commentaire quelque part, si ton mari tombe dessus, parce que c'est une place publique après tout. C'est clair. Donc je disais que les gens doivent réaliser que les réseaux sociaux n'ont aucune différence avec la vie réelle. Tel que tu peux parler de moi devant X et que X peut me les rapporter, ainsi tu peux parler de moi ou bien tu peux faire quelque chose de louche sur un réseau et que je peux découvrir ça. C'est clair. Donc il faut que nous prenions conscience, ça ce n'est pas voir l'État, c'est nous-mêmes. Nous devons revenir à nos valeurs. Nous devons savoir que nos brandings personnels, nos personnels brandings en dépendent. Protéger nos images. Super. Alors, il y a tellement de choses à dire sur cette question de transition numérique dans notre pays, parce qu'il s'agit beaucoup plus de ça. Partons du pays pour aller sur le continent. Alors, l'autre question que je m'en vais à poser et qui serait ma dernière question, quelles sont les opportunités aujourd'hui que nous propose cette transition numérique? Des opportunités peut-être que nous ne saisissons pas, que nous n'imaginons pas, mais qui peuvent transformer nos vies et transformer carrément le pays et le continent. Évidemment, il y a toute une panoplie d'opportunités aujourd'hui. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où n'importe qui peut devenir quelqu'un demain grâce au digital, au numérique. Au numérique. N'importe qui peut devenir quelqu'un demain grâce au numérique. Vous voyez, nous ne sommes plus à un moment où quelqu'un qui a fait l'agronomie va vivre tout simplement sa vie à base du numérique. Ou de l'agronomie. Ou de la, ou de juste, il va pas vivre sa vie que de l'agronomie. Donc, l'une des opportunités que nous avons à travers le numérique, c'est les auto-formations, l'autodidacte. Les formations, il y a des sites gratuitement aujourd'hui. Tellement, énormément. De formations gratuites aujourd'hui. Il y a des formations certifiantes. Que nous pouvons acquérir de nouvelles compétences ou renforcer nos capacités dans des domaines extrêmement variés. Vous voyez? Donc nous devons savoir aujourd'hui que les réseaux sociaux ou bien le numérique nous permet de réduire considérablement le chômage. Parce que personnellement, je trouve, en tout cas de mon côté, que avec le numérique, c'est compliqué dans 5-10 ans de connaître encore un taux de chômage élevé. Si nous-mêmes, nous les jeunes même, si nous nous mettons au travail, moi j'ai fait pas mal de formations en autodidacte.
Waouh. Et aujourd'hui, je m'en sors très bien. Waouh. Il y a cette formation, tu le fais. Si ça te passionne, c'est après que tu vas chercher une école de formation pour avoir un diplôme plus valorisant. Donc aujourd'hui, l'une des opportunités que nous avons, c'est les formations, c'est l'éducation, le renforcement des compétences. Pas mal de choses aujourd'hui que nous avons. Super. Alors, un dernier mot pour finir cet entretien rapidement. Merci beaucoup. Comme je le disais au début, c'était tout un plaisir à moi d'être présent avec vous dans cet entretien. Je m'en vais dire merci au premier responsable de Neo TV pour ces programmes qu'ils ont mis en place pour orienter les jeunes et pour réveiller les esprits, les consciences. Et pour finir, je vous dis merci beaucoup, M. Coco. Une fois encore, c'était un plaisir. Merci infiniment à vous. Je rappelle donc que M. Delali Kossi Adika, vous êtes consultant en stratégie marketing et communication. Vous êtes également fondateur de la société EID Afrique. Un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu dans cette émission. Et je peux vous assurer que ce ne serait pas la dernière fois. On aura encore d'autres occasions où nous allons solliciter votre expertise pour continuer à inspirer les jeunes. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Nous reviendrons